Un garçon pieds nus a sauvé un millionnaire d'une église effondrée, puis a disparu dans la tempête sans nom. Quelques semaines plus tard, le millionnaire partit non pas pour rembourser une dette, mais pour retrouver le garçon qui lui avait rappelé comment vivre à nouveau. L'entrepôt ne craquait pas comme les maisons. Il respirait, le métal se dilatait et se contractait dans le froid, les ombres s'étiraient et se rétrécissaient avec la lumière. Pour Lucas Reyes, c'était le seul endroit qui ne lui demandait rien. Pas de verrou, pas de voix, pas de questions. À 9 ans, Lucas était devenu habile à être invisible. Il savait marcher sans écho, se cacher sous des paillasses, manger sans faire de bruit. Il l'avait appris à ses dépens, à travers les bleus, le silence et les portes qui claquaient plus fort que le tonnerre. Il s'est réveillé avant le lever du soleil, caché dans le coin le plus éloigné derrière des caisses brisées. Le tic-tac dans sa poche l'accueillit comme un pouls. Lucas l'attrapa, une montre de poche rouillée, le verre fissuré au centre, les aiguilles légèrement désalignées, mais toujours en mouvement. Il le pressa contre sa poitrine. C'était celle de son père, ou l'avait été. L'incendie avait presque tout emporté, la voiture, les rires, les chansons que sa mère fredonnait entre ses lèvres gercées en pliant le linge. Mais la montre avait survécu. Lucas aussi. Il ne savait pas si c'était une bénédiction ou une punition. Chaque matin, il l'enroulait lentement, avec précaution. Il n'avait plus personne à qui parler, mais la montre le faisait se sentir moins seul. Le temps passait toujours. Cela voulait dire quelque chose, n'est-ce pas? Il sortit en rampant de sous les couvertures, qui n'étaient en réalité qu'une pile de vieux manteaux, et se glissa par la porte latérale. L'allée derrière le restaurant de Rosa sentait le marc de café et les toasts brûlés. Parfois, si elle avait passé une nuit tranquille, Rosa laissait de la nourriture près de la poubelle, un demi-sandwich enveloppé dans du papier ciré, un œuf dur dans du papier d'aluminium, une note qui disait simplement « mange ». Rosa ne l'appelait jamais par son nom, ne le faisait jamais se sentir comme un errant. Elle a juste laissé la gentillesse là où elle pouvait être trouvée. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Alors Lucas continua de marcher, les mains enfoncées dans son mince sweat à capuche, les chaussures perdues depuis longtemps à cause de la pluie et de la pourriture. Le trottoir lui piquait les semelles, mais il ne broncha pas. On s'habituait à la douleur s'il le fallait, et il le fallait. Il passa devant la bibliothèque et se dirigea vers l'entrée latérale. Monsieur Jenkins, le garde à la retraite, laissait toujours la porte du personnel entr'ouverte par accident. Ou peut-être exprès. Lucas aimait penser que c'était exprès. À l'intérieur, l'air sentait le vieux papier et l'huile de citron. Des odeurs sûres. Ça sent toujours. Il s'est recroquevillé sur la chaise habituelle près de la fenêtre et en a sorti un exemplaire abîmé de comment les choses fonctionnent. Il l'avait lu une douzaine de fois, les pages déchirées, les coins mous, les diagrammes effacés. Pourtant, il y avait de la magie. Les machines n'avaient pas besoin d'être aimées pour fonctionner. Ils avaient juste besoin d'ordre. Lucas aimait ça. Son estomac gargouilla. Il l'a ignoré. Au lieu de cela, il ouvrit le bout de papier plié qu'il gardait caché dans la jaquette du livre. Le dessin de Maddy. Une image au crayon de deux personnages en bâton, un plus grand, un plus petit, sous un soleil jaune tordu. Elle l'avait pressé dans sa paume la nuit où il avait couru. « Prends-le », avait-elle dit, sa voix enfermée dans sa poitrine, là où personne ne pouvait la voler. Maddy avait été son ombre à Green Hollow. Elle avait 7 ans, silencieuse depuis qu'elle avait été enfermée au sous-sol pour avoir pleuré pendant le dîner. Madame Crowley a dit, la punition forge le caractère. Lucas pensait que ça créait des fantômes. Il avait supplié Maddy de partir avec lui. Elle venait de secouer la tête et de se coucher, ses petites mains tremblantes. Il est parti quand même. Maintenant, assis dans la bibliothèque tranquille, la honte pesait lourdement sur sa poitrine. Il avait eu l'intention de repartir, de revenir la chercher avec de l'aide, mais personne n'écoutait les garçons sans chaussures et sans histoire à laquelle personne ne croyait. Lucas ferma le livre et rangea la photo. La montre tournait à côté. Il pencha son front vers la fenêtre fraîche et murmura « Je suis désolé ». Dehors, le vent s'est levé. Cette nuit-là, le ciel prit une couleur étrange, gris verdâtre, comme une peau meurtrie. Les gens se précipitaient sur les trottoirs, tirant les enfants par les mains, tirant les chaises de patio à l'intérieur. Les sirènes de tempête ont retenti une fois, puis encore une fois. Lucas avait déjà vu des tempêtes, mais celle-ci était plus forte, comme si le ciel retenait son souffle. Il retourna en courant à l'entrepôt, se glissa derrière les caisses et se blottit sous une feuille de contreplaqué.
Le vent hurlait. La poussière est entrée sous la porte cassée. Il pouvait entendre des objets s'écraser, du verre, du métal, des voix criant quelque part au loin. Puis silence. Pas le genre paisible, le genre étrange, comme si le monde attendait. Dans ce silence, un son retentit, faible, étouffé. Une voix. Aide. Lucas se redressa, le cœur battant. Est-ce que quelqu'un? La voix se brisa, lointaine, étranglée. Il rampa jusqu'au bord du mur et regarda dehors. De l'autre côté de la rue, l'ancienne chapelle s'était effondrée. C'était un refuge bien avant que la ville ne cesse de se soucier de ce genre de choses. Ce n'était plus qu'une enveloppe, mais il y avait quelqu'un à l'intérieur. Lucas regarda derrière lui comme si quelqu'un d'autre allait partir, mais il n'y avait personne. Il n'y a jamais eu personne. Il se leva. Le trottoir brûlait sous ses pieds. Le vent soufflait toujours à travers les arbres brisés. Les sirènes s'étaient tues. Ou peut-être qu'ils avaient arrêté de travailler. Il a traversé la route. Des briques jonchaient le sol comme des dents renversées. Le toit s'était effondré. Une partie du mur avait disparu. Mais sous une lourde poutre, quelqu'un bougea. Lucas se précipita en avant, repoussant les débris avec ses bras et s'égratignant les genoux sur des carreaux cassés. Il attrapa un morceau de plaque de plâtre et le libéra. En dessous, un homme. Du sang coulait de sa tempe. Ses yeux étaient à moitié fermés. Lucas se pencha. « Je suis là », murmura-t-il. L'homme cligna des yeux. « OMS ?» Lucas ne répondit pas. Il a continué à creuser. 10 minutes, peut-être plus. Puis, d'un dernier coup, il libéra les jambes de l'homme. Lucas lui saisit les bras et le traîna en lieu sûr, à l'abri d'un surplomb en ruine. L'homme toussa. Lucas sortit la montre de sa poche et la plaça dans la paume de l'homme. « Le temps ne s'arrête pas, dit-il doucement. Même quand tu le veux. » L'homme regarda la montre, puis lui. « Quel est ton nom » râla-t-il. Lucas se leva. Il n'a pas répondu. Il se retourna et courut vers l'ombre, vers le silence. Mais quelque chose dans sa poitrine avait bougé. Pour la première fois depuis des mois, Lucas se sentit vu. Pas réparé, pas sûr, mais vu. Et dans le noir, c'était suffisant. Les sirènes ont retenti juste après minuit. Pas le cri habituel d'une ambulance, ni l'urgence aiguë des camions de pompiers. Celui-ci s'élevait long et creux, comme un avertissement provenant de quelque chose de plus ancien que la météo, le genre de son qui rappelait la peur aux os. Lucas se réveilla au bruit, le cœur battant, le souffle coupé. Le vent frappait le revêtement métallique de l'entrepôt comme une main en colère. Il s'assit, la couverture emmêlée à ses pieds, et rampa vers le panneau cassé près du mur du fond. Dehors, le ciel était d'un vert malade, ni naturel, ni sûr. Il connaissait ce genre de ciel. On aurait dit que l'air retenait son souffle. La foudre traversa la distance, puis se rapprocha à nouveau. Le tonnerre n'a pas éclaté. Cela a roulé comme si quelque chose d'énorme se réveillait. Lucas le sentit dans ses côtes. L'entrepôt a craqué. Il recula du mur et se glissa sous le lourd établi, traînant une feuille de tôle rouillée devant l'ouverture. Le vent hurlait plus fort. Il retint son souffle alors que des débris claquaient sur le toit. Quelque part au-delà des murs métalliques, il entendit un cri. Il ferma les yeux. Laissez passer. Laissez tout passer. Mais ensuite vint la voix. Faible, brisée. À l'aide. Est-ce que quelqu'un? Il ouvrit les yeux. Il y avait une différence entre la peur et la connaissance. Il l'avait appris depuis longtemps. La peur vous a gelé. Savoir vous a fait bouger. Lucas se leva. Il se glissa par la porte latérale dans la tempête. De l'autre côté de la ville, William Sterling s'agrippait au bord d'un banc en ruine, les chevrons de l'église gémissant au-dessus de lui. Il n'avait pas eu l'intention d'être ici. Son assistant l'avait supplié de ne pas sortir seul. Pas ce soir, pas pendant la saison des tornades, avait-elle prévenu. Mais William n'avait jamais aimé qu'on lui dise quoi craindre. Il était venu à la chapelle parce que c'était le dernier morceau de la vieille ville épargné par sa compagnie. Les autres, les magasins de la rue principale, la librairie, l'école en briques rouges avaient tous été modernisés ou vidés. Mais cette chapelle, avec sa peinture blanche écaillée et ses fenêtres condamnées, avait résisté comme lui. Il marcha lentement dans l'allée,
devant l'autel, devant les vitraux, fanés et fracturés mais toujours debout. L'air changea. Un hurlement s'éleva au loin. Les arbres s'inclinaient jusqu'au sol. Il se tourna pour partir. Puis vint le rugissement, non pas du vent, mais de l'effondrement. Le toit a cédé avant qu'il puisse bouger. Quelque chose d'énorme lui frappa l'épaule. Bois fissuré. Verre brisé. Son souffle a disparu. Le monde est devenu noir. Lucas a couru. Ses cheveux lui tombaient sur le visage, trempés. Des branches cassèrent sous ses pieds. Il voyait à peine la route, mais il savait où il allait. L'ancienne chapelle. Il y était passé tous les jours, s'était assis sur les marches lorsque la bibliothèque était fermée et observait la façon dont le vent transportait les feuilles jusqu'à sa porte comme des offrandes. Maintenant, il semblait à moitié détruit. Le clocher traversait la pelouse. Le mur de la façade s'était effondré, mais la voix venait de là. Il en était sûr. Il a escaladé des pierres brisées et des bancs brisés. La pluie lui brûlait les yeux. Il se dirigea vers le son. « Bonjour » a-t-il appelé. « Je suis là. » Un gémissement répondit. Puis le mouvement. Sous une poutre tombée, une silhouette. Lucas tomba à genoux et commença à creuser. Ses mains le piquaient, la peau se fendit au niveau des jointures, mais il ne s'arrêta pas. Le visage de l'homme était pâle, du sang coulait sur sa tempe. Lucas poussa plus fort. Bois fissuré. Un nuage de poussière s'éleva. Le faisceau s'est déplacé juste assez. Il a saisi les bras de l'homme et l'a traîné loin, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il s'effondre sous un vitrail brisé. La pluie coulait à travers le toit ouvert à un rythme régulier. L'homme bougea. Ses yeux s'ouvrirent. Lucas se figea. « Toi. » L'homme essaya de parler. « Es-tu réel ?» Lucas ne répondit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit la montre fissurée. Il le plaça doucement dans la main de l'homme. L'homme baissa les yeux et cligna des yeux. Ses doigts se refermèrent autour de la montre comme si c'était quelque chose de sacré. « Pourquoi » murmura-t-il. Lucas le regarda. Vraiment regardé. Cet homme, même brisé et ensanglanté, portait un poids que Lucas reconnaissait, la solitude, le chagrin, de ceux qui ne pouvaient être cachés par des costumes, de l'argent ou des années. Parce que le temps ne s'arrête pas, a déclaré Lucas, même quand il le devrait. L'homme cligna encore des yeux. Quel est ton nom ? Mais Lucas reculait déjà. Les sirènes hurlèrent à nouveau au loin. Plus près maintenant. Les phares balayaient la pluie. Lucas se retourna et disparut dans la nuit. William s'est réveillé quelques heures plus tard dans un lit d'hôpital, l'épaule bandée et les côtes bandées. La montre était posée sur le plateau à côté de lui. Le personnel a posé des questions auxquelles il n'a pas répondu. Ils lui ont dit qu'il avait de la chance. Il ne s'est pas senti chanceux. Il n'arrêtait pas de demander « Où est le garçon ?» Personne ne le savait. Il porta la montre à son oreille. Cocher, cocher, cocher. Lucas revint à l'entrepôt, trempé et frissonnant, les doigts écorchés. Il n'a pas dormi. Il était assis sous la table de travail, les bras enroulés autour de ses genoux, la pluie ruisselant toujours par les trous du toit. Il avait sauvé quelqu'un. Ce n'était pas le cas. C'était comme s'il avait touché quelque chose de trop gros, de trop soudain, comme une prière criée dans le vent. Mais lorsqu'il ferma les yeux, il se souvint du visage de l'homme. La façon dont il regardait la montre au pas comme si c'était un cadeau, comme si c'était un miroir. Lucas chuchota dans le noir, pas à quelqu'un en particulier. Il avait l'air perdu aussi. Puis il se blottit davantage contre lui-même et attendit que le monde bouge à nouveau. Dans une autre partie de la ville, dans un manoir dont peu de gens ont jamais vu l'intérieur, un homme était assis avec une montre cassée et un nom qu'il ne connaissait pas encore mais qu'il était déterminé à trouver. Et quelque part entre eux, quelque chose avait commencé. Pas un sauvetage. Pas un miracle. Mais le début tranquille d'être retrouvé. La chambre d'hôpital était trop blanche, trop propre, trop calme. William Sterling regarda les dalles du plafond et réfléchit au fait que rien dans la vie ne rompait jamais avec la symétrie. Vous pourriez planifier des bâtiments pour résister aux ouragans, concevoir des logiciels pour détecter les tremblements de terre, mais vous ne pourriez pas programmer le deuil. Il est venu où il voulait. Il a pris ce qu'il voulait. L'infirmière était partie depuis des heures, voire quelques minutes. Il n'en était pas sûr.
Il remarqua à peine les machines autour de lui, la perfusion dégoulinant régulièrement, l'échymose fleurissant sur ses côtes. Toute sa concentration était sur le petit objet posé dans sa paume. Une montre de poche. Verre fissuré, bords usés, tic-tac toujours. Le garçon le lui avait laissé. Un garçon avec des yeux comme des nuages d'orage et des mains déchirées et sanglantes. Un garçon qui aurait dû fuir dans l'autre sens mais qui ne l'a pas fait. Qui lui avait laissé du temps. William referma ses doigts autour. Il n'avait pas touché à sa propre montre depuis des années. Pas depuis les funérailles. Pas depuis qu'ils avaient enterré Emily et que le monde avait moins de sens. 2 jours plus tard, William a quitté l'hôpital contre la volonté de l'infirmière. Il a ignoré leurs protestations, s'est mis sous la pluie avec une raideur qu'il n'avait pas ressentie depuis ses années militaires et a dit à son chauffeur de l'emmener au bureau. Il n'est pas allé aux Pentouzes. Il est allé aux archives. Monsieur, son assistant, Tommy Blake, avait l'air confus. Dois-je annuler la réunion du conseil d'administration? William ne leva pas les yeux. Ça peut attendre. Il a épousseté une boîte intitulée Sterling Infrastructure, Cedar Grove Project. À l'intérieur se trouvaient des plans, des relevés et un plan de la ville qu'il avait mémorisé il y a des années mais qu'il n'avait jamais vraiment vu. Il déplia la carte et traça du doigt la vieille chapelle jusqu'au quartier des entrepôts. C'est de là qu'il vient, murmura William. OMS? Demanda Tommy, prudent. Le garçon qui m'a sauvé. Tommy hésita. Nous n'avons pas de nom. Pas d'image de caméra. Probablement une fugue. William leva lentement les yeux. Alors trouve l'endroit qui continue de laisser les enfants disparaître. Tommy cligna des yeux. Monsieur, je veux maintenant les noms de tous les orphelinats, familles d'accueil, refuges et écoles dans un rayon de 30 miles. Il y avait de l'acier dans sa voix, pas l'acier des conseils d'administration des profits et de la politique. Un genre différent. Plus vieux. Plus silencieux. Le genre forgé par la perte. Cette nuit-là, William était assis seul dans son bureau. Le feu sifflait bas dans la cheminée, projetant de longues ombres sur le sol. Il porta la montre à son oreille. Cocher, cocher, cocher. Un son du passé. Emily s'était une fois endormie à cause de ce tic-tac, recroquevillée sur ses genoux pendant qu'il lui lisait. Le site de Charlotte pour la 7e fois. Il se souvenait de ses cheveux qui sentaient la pomme et le shampoing. Ses questions interminables et courageuses. Papa, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Il s'était alors arrêté, ne sachant pas quoi dire. Parfois, avait-il répondu, parce que le monde oublie de les chercher. Maintenant, un garçon l'avait cherché. L'avait sorti de la ruine. Était parti sans nom. William n'avait pas pleuré depuis Emily. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est cassé. Une larme tomba. Juste un. Mais c'était suffisant. Au matin, son équipe avait dressé la liste. 2 orphelinats. Une maison privée. Un établissement de réforme avec un historique de citation. Crevert. Tommy s'éclaircit la gorge. Ce dernier, c'est sous contrat privé. Il n'aime pas les visiteurs. William croisa son regard. Alors ne visitons pas, enquêtons. La mâchoire de Tommy se serra. Monsieur, si je peux me permettre, cela représente beaucoup d'attention pour personne. Les yeux de William s'assombrirent. Que personne ne m'a sauvé la vie. Puis plus doucement, presque pour lui-même, il me l'a rappelé. J'en ai encore un. Tommy détourna le regard. À Green Hollow, Madame Crowley ajusta sa broche et sourit étroitement dans le miroir. Elle n'aimait pas les visites surprises, et elle n'aimait surtout pas celles de personnes ayant de l'argent. Les enfants étaient imprévisibles, surtout cette fille, Maddie. Toujours muet. Je la regarde toujours avec ses yeux trop blancs. Crowley frappa 2 fois sur la vitre de la salle commune avant d'entrer. Des sourires à tous. Nous avons de la compagnie. Maddie ne bougeait pas. Elle se contentait de regarder le carnet de croquis sur ses genoux où elle avait dessiné un garçon tenant une montre à gousset. Monsieur Sterling, quelle généreuse surprise. Je voudrais une visite, dit-il simplement. Bien sûr, nous sommes fiers de ce que nous faisons ici. Mais alors qu'il se déplaçait dans les couloirs, William remarqua la peinture qui s'écaillait près des plafonds, les serrures des armoires à jouets et la façon dont les enfants tressaillaient lorsque Crowley passait. Dans une pièce d'angle, il l'a vue. Maddie, la seule enfant à ne pas faire semblant.
Elle leva les yeux vers lui, sans peur, attendant juste. Cette nuit-là, William rentra chez lui en silence. Il se servit du thé mais ne le but pas. Il ouvrit le croquis que Tommy avait pris dans la boîte de dons, un scan du dessin de Maddie. Le garçon était là, bonhomme allumette, montre à gousset, et à côté de lui, un mot griffonné en lettres inégales, Lucas. William le regarda fixement, puis sourit lentement et tristement. « J'ai ton nom, murmura-t-il. Il regarda par la fenêtre vers la partie de la ville où les bâtiments penchaient avec le temps et où les enfants disparaissaient sans que l'on s'en aperçoive. « Je te vois maintenant. » Et quelque part, non loin de cette fenêtre, un garçon rêvait de lumière. Green Hollow se trouvait au bord de Cedar Grove, comme quelque chose oublié par le temps. Ses murs de briques, peints d'un beige institutionnel terne, avaient l'aspect patiné d'un lieu autrefois fier, mais qui ne s'accrochait plus qu'à sa fonction. Derrière les fenêtres grillagées, l'enfance rouille lentement. Maddie était assise les jambes croisées sur le sol de la salle commune, son carnet de croquis ouvert, son crayon enfoncé fermement dans la page. Elle dessinait à nouveau, toujours en train de dessiner. Mais celui-ci était différent. Pas de bonhomme de soleil, pas d'animaux aux yeux écarquillés, juste un garçon, petit et écorché, tenant une montre comme si c'était le dernier morceau de ciel. Madame Crowley passa devant la porte et fit une pause. « Vous perdez encore du temps avec ces gribouillages silencieux, dit-elle, sa voix sirupeuse de dédain. Personne ne vient, Maddie. Personne ne vient jamais. Maddie ne leva pas les yeux. Crowley se pencha plus près, ses talons tapant brusquement sur le linoléum. Tu sais pourquoi ils t'ont laissé ici, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Parce que tu ne parles pas. Parce que même tes parents savaient que tu ne valais pas ce bruit. Le crayon de Maddie s'est fendu en deux. Crowley sourit. De l'autre côté de la ville, Lucas se tenait à l'ombre d'un dépôt de bus, trempé et frissonnant. Il n'avait pas eu l'intention de revenir, mais ses pieds avaient bougé avant que son esprit ne le rattrape. Dès l'instant où il avait vu le dessin froissé de Maddie, celui qu'il portait toujours, maintenant presque blanchi au niveau des plis, il savait qu'il ne pouvait pas attendre des miracles. Je ne pouvais pas attendre un jour. Pas quand le monde était déjà en train de se briser. Il regarda à travers le terrain le périmètre de Green Hollow, une clôture en grillage surmontée de barbelés, un terrain trop stérile pour jouer, une balançoire tordue qui n'avait pas bougé depuis des années. Il avait autrefois appelé cet endroit chez lui. Non, pas à la maison. Juste l'endroit d'avant. Lucas se dirigea vers la ruelle et attendit que le camion de livraison démarre. Il connaissait le programme, se souvenait de chaque angle mort. Il a escaladé la clôture comme un souvenir, et le souvenir n'a pas oublié la douleur. À l'intérieur, les couloirs sentaient la même chose. Eau de javel et désespoir. Il passa devant la vieille chute à linge, le carrelage fissuré où Madame Crowley avait un jour brisé le jouet d'un garçon pour avoir répondu. Il se déplaça rapidement, au ras du sol, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du fond, celle avec de la peinture écaillée et des résidus de ruban adhésif qui retenaient les panneaux de zone calme. La chambre de Maddie. Elle n'était pas là. Son cœur balbutia. Puis un bruit, une toux étouffée venant du sous-sol. Son sang se glaça. Il dévala les escaliers, le cœur battant. Le sous-sol n'était pas éclairé, juste une ampoule pendante qui clignotait au-dessus de nous. Au fond, la porte du placard était entr'ouverte. Lucas entra. Maddie gisait recroquevillée sur le sol, les bras enroulés autour de ses genoux, les lèvres tremblantes de froid ou de peur, ou les deux. L'air sentait le moisi et le fer. Il s'agenouilla à côté d'elle. « C'est moi », murmura-t-il. « C'est Lucas. » Elle n'a pas levé les yeux. Ses doigts tracèrent quelque chose d'invisible sur le sol. « Je suis revenu, dit-il, la voix brisée. Je suis désolé d'être parti. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû. » Elle tendit la main, lui toucha la joue. Il ferma les yeux. Plus tard, de retour dans la salle commune, Lucas lui tendit un demi-sandwich au beurre de cacahuète qu'il avait volé dans un distributeur automatique du dépôt. Elle mangeait lentement, les yeux écarquillés, non pas de faim, mais d'incrédulité. « Je vais vous sortir d'ici, dit-il. Cette fois, pour de vrai. » Elle pencha la tête. Il lui prit la main. « Tu me crois, n'est-ce pas ?» Avant qu'elle ait pu répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Madame Crowley se tenait là, le visage pareil à une pierre sculptée. « Eh bien, dit-elle en entrant. La peste prodigue revient. » Lucas se leva.
Tu n'as plus ta place ici, dit-elle sèchement. Vous avez été expulsé pour une raison. Je suis parti, dit-il. Elle a ricané. Même chose. Crowley fit un pas en avant, ses talons claquant comme des dents. Tu penses que tu es une sorte de héros apportant des restes et des contes de fées. Elle se tourna vers Maddie. Et tu joues toujours au muet, est-ce qu'on pense toujours que le silence est une sorte de bouclier? Lucas se plaça devant Maddie. Le sourire de Crowley disparut. Espèce de petit, elle leva la main. Mais cette fois, Lucas ne broncha pas. Il l'a juste regardé dans les yeux et a dit doucement, tu ne me fais plus peur. Quelque chose a changé. C'était peut-être la façon dont Maddie se tenait, ses petits doigts agrippant la chemise de Lucas. C'était peut-être le silence. Plus craintif, mais ferme. Madame Crowley hésita. Puis, sans un mot, elle se retourna et sortit en claquant la porte derrière elle. Plus tard dans la nuit, Lucas a emmené Maddie dans l'ancienne buanderie. Il l'enveloppa dans une vieille couverture et lui murmura une histoire, moitié souvenir, moitié souhait, à propos d'une cabane au bord d'un lac où personne ne criait et où chacun avait sa propre brosse à dents. Elle sourit. Pas complètement, juste assez. Il sortit le dessin de sa poche. C'est ce qui m'a permis de rester en vie, dit-il, quand tout le reste a disparu. Cela m'a rappelé que je ne l'étais pas. Maddie fouilla dans son propre sac et en sortit une nouvelle photo. C'était lui, mais plus âgé, qui lui tenait la main, et à côté d'eux, un homme aux cheveux gris et une montre dans la paume. Lucas le regarda. Qui est-ce? Il a demandé. Elle montra les étoiles au-dessus des personnages, puis la montre à Gousset, puis sa poitrine. Il n'a pas compris. Pas encore. Mais il le ferait. Au lever du soleil, Lucas s'éclipsa de nouveau. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il devait trouver une issue, une vraie pour tous les deux. Alors qu'il traversait l'allée derrière la bibliothèque, il ne remarqua pas l'homme garé dans la rue dans une berline sombre, qui regardait à travers le pare-brise. William Sterling se pencha en avant, le souffle coupé par le garçon. Même posture, mêmes yeux. Il ne s'est pas approché. Pas encore. Au lieu de cela, il fouilla dans la poche de son manteau et tint la montre, toujours en mouvement. La photo n'était censée vouloir rien dire. C'était flou, capturé par une vieille caméra de sécurité à l'extérieur de la bibliothèque publique de Cedar Grove. Une image fixe d'une matinée orageuse juste après que la tornade ait dévasté la ville. Mais là, coincé entre le flou de mouvement et la pluie, se trouvait un garçon, petit, mince, pieds nus, la tête penchée vers le bas, les épaules rapprochées comme s'il ne faisait pas vraiment confiance au monde pour le soutenir. Et dans sa main, visible même grâce à la pixelisation, se trouvait une montre de poche fissurée. William Sterling se pencha plus près de l'écran de l'ordinateur, ses doigts se resserrant sur le bord du bureau. C'est lui, dit-il doucement. C'est le garçon. Tommy Blake s'éclaircit la gorge. Ça pourrait être n'importe qui, monsieur. Ces images de caméra datent d'il y a des semaines. Il est peut-être parti depuis longtemps. William ne cligna pas des yeux. Ou alors il est peut-être encore là, toujours caché. Tommy déplaça son poids, évitant tout contact visuel. Tu penses vraiment que ce gamin compte? Il compte pour moi, dit William, sa voix comme du fer refroidi. Et ça devrait suffire. Cet après-midi-là, William se rendit seul au restaurant de Rosa. Il n'a pas appelé à l'avance, ni envoyé de chauffeur. Il vient d'entrer. La pluie sur son manteau, l'argent sur ses tempes, captant la lumière terne d'un soleil bas. Rosa leva les yeux derrière le comptoir, les sourcils légèrement arqués. C'était une femme qui avait vu trop de promesses creuses, vêtue de costumes coûteux. Café, elle a demandé. Il hocha la tête, s'assit. Je pense, commença lentement William. Un garçon vient ici. Calme, cheveux bruns, fins, peut-être 9 ou 10. Elle n'a pas répondu. Il m'a aidé, a-t-il ajouté. M'a sauvé la vie, puis a disparu. Rosa remplit une tasse sans lever les yeux. Les enfants disparaissent tout le temps ici, monsieur Sterling. Je sais, dit-il. C'est ça le problème. Le silence s'étira entre eux. Le restaurant bourdonnait doucement, de vieux néons bourdonnaient, les assiettes tintaient à l'arrière. Puis elle tendit la main sous le comptoir et fit glisser quelque chose vers lui. Un dessin, crayon sur papier ligné, décoloré à cause du pliage. Un garçon avec une montre fissurée dans la paume et à côté de lui une fille avec la bouche fermée et de grands yeux inquiets.
Il a laissé ça derrière lui une nuit, a déclaré Rosa. Il n'est pas venu manger, il est resté assis dehors sous la pluie pendant des heures, comme s'il attendait quelqu'un qui ne venait jamais. William tenait le dessin avec précaution, comme s'il risquait de se déchirer s'il respirait trop fort. Quel est son nom, il a demandé. La fille? Rosa haussa les épaules. Je ne sais pas, mais elle a déjà été avec lui. Chose silencieuse, elle dessine comme lui. Elle fit une pause, puis ajouta, ce ne sont pas des fugueurs ordinaires. Vous pouvez le sentir. William hocha la tête une fois. Je l'ai ressenti aussi. Cette nuit-là, William était assis dans son bureau, entouré de calme. Le dessin gisait sur son bureau à côté de la photographie, des fantômes sur papier, preuve non pas d'un crime, mais de la perte d'enfants disparus à la vue de tous. Il regarda le dessin de la jeune fille, silencieuse, petite, observant tout. Il repensa à Émilie, à sa fille, à ses questions, à sa peur du tonnerre, à la façon dont elle avait l'habitude de saisir son petit doigt en traversant la rue. Il se souvint que, vers la fin, elle avait murmuré, « Promets-moi que tu verras toujours les petits même quand je serai parti. » Il n'avait pas tenu cette promesse jusqu'à présent. Lucas s'accroupit derrière la benne à ordures de la poste, tenant la dernière barre de beurre de cacahuète qu'il avait. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de décision. Il devait bientôt partir. Plus il restait longtemps, plus Maddy courait un danger. Mais quelque chose le tirait, pas la peur, mais l'espoir. Une sorte d'espoir insensé et lent que quelqu'un ait remarqué que la montre signifiait quelque chose. L'homme qui l'avait sauvé s'en souvenait. Il sortit de son manteau le dernier dessin de Maddy. C'était encore lui. Mais désormais, la silhouette à côté de lui n'était plus seulement Maddy. C'était quelqu'un de plus âgé, un homme. Elle avait dessiné William, et derrière eux, un endroit qui ne ressemblait à aucun endroit qu'il ait jamais connu. Des arbres, du soleil, une maison aux fenêtres ouvertes. En dessous, en lettres tremblantes, elle avait écrit « Cela peut être réel ». Il ne savait pas comment elle savait que cet homme comptait, mais d'une manière ou d'une autre, elle en savait toujours plus qu'elle ne le disait. Le lendemain matin, William retourna à la bibliothèque. Il a demandé à nouveau les images de sécurité. Cette fois, pas seulement la ruelle. Sous tous les angles, a-t-il dit au greffier. Retour à l'avant, pour 3 mois. Cela a pris des heures. Mais finalement, elle était là, la fille, petite, aux cheveux noirs, silencieuse. Elle était assise sous la fenêtre, un carnet de croquis à la main, et en face d'elle, un homme plus âgé, lui tendant un sandwich, pas un membre du personnel, juste quelqu'un qui avait sa place dans les endroits calmes. William a mis la vidéo en pause. Là, le visage de l'homme, des rides comme des pas de doigts, une douce bonté sous des yeux fatigués. Il a imprimé l'alambic. Qui est-il? Il a demandé au bibliothécaire. C'est Jenkins, dit-elle. Notre gardien de nuit. Reste seul. Professeur à la retraite. Arrive tôt, part tard. Certains enfants l'appellent hibou. Ne parle jamais beaucoup. William hocha la tête, mais il sourit aussi. Enfin un fil. Ce soir-là, il rendit visite à Jenkins. Le vieil homme ouvrit lentement la porte, clignant des yeux derrière d'épaisses lunettes. « Puis-je vous aider ?» William lui tendit la photo. Jenkins l'examina, puis revint à William. « Je n'ai rien dit. Il m'a sauvé, dit simplement William. Et maintenant, je veux le sauver. » Jenkins l'observa longuement, puis, sans un mot, s'écarta et le laissa entrer. À l'intérieur, l'air sentait le café et les journaux. Sur la cheminée se trouvait une ligne de petits dessins au crayon des enfants, des animaux, des choses aux yeux pleins d'espoir. William en remarqua un plus récent, encore le garçon, mais cette fois souriant. Il n'a jamais donné son nom, dit doucement Jenkins, mais on dirait qu'il est ici depuis 100 ans. Savez-vous où il est? Demanda Guillaume. Plus maintenant, a répondu Jenkins, mais je pense qu'il essaie d'être retrouvé. William leva les yeux, sa voix douce mais ferme. Je veux lui donner un nom, un lieu. Une maison. Jenkins sourit à peine. Alors arrête de chasser les fantômes, dit-il. Commencez à écouter ceux qui chuchotent. William Sterling se tenait devant la porte rouillée de Green Hollow, le vent tirant sur son manteau, les nuages se pressant bas. Le bâtiment n'avait pas changé, c'était toujours stoïque, toujours silencieux. Mais maintenant, il le voyait différemment non pas comme une institution, mais comme une blessure,
et il était venu la rouvrir. Une femme au rouge à lèvres brillants et au sourire pincé s'approcha de lui, le presse-papier serré contre sa poitrine. « Vous devez être Monsieur Sterling, dit-elle. Madame Crowley sera ravie. » William ne sourit pas, ne nous mentons pas si tôt dans la journée. Elle cligna des yeux et il franchit la porte. Madame Crowley l'accueillit à l'entrée avec le même charme venin voilé qu'elle avait perfectionné au fil des années. Sa broche brillait sous la lumière vacillante du couloir, un aigle tenant des flèches. « Monsieur Sterling, ronronna-t-elle, à quoi devons-nous cet honneur ?» Il fit un signe de tête poli. « Philanthropie, dit-il. J'ai examiné les programmes jeunesse sous-financés. Le vôtre est revenu à plusieurs reprises. » Une pause. Les lèvres de Crowley se contractèrent. « Nous faisons ce que nous pouvons, » a-t-elle répondu, « ce n'est pas un travail glamour. » Non, dit William d'un ton neutre. Ce n'est pas le cas. Elle fit signe vers le couloir. Venez, laissez-moi vous montrer comment nous faisons des miracles à partir des restes du gouvernement. Pendant qu'il marchait, William observait chaque recoin, la peinture écaillée, les serrures de la salle des jouets, les fenêtres grillagées. Il remarqua les regards que lui lançaient les enfants, furtifs, vifs, tendus. Au bout du couloir, il la vit, Maddie, assise seule par terre, en train de dessiner. Crowley la dépassa sans pause, mais William s'attarda. Il s'agenouilla lentement. Maddie n'a pas levé les yeux. Au lieu de cela, elle lui tendit le croquis, un homme en manteau, un garçon avec une montre. Et derrière eux, une porte entr'ouverte. Il prit doucement le papier, ses yeux rivés sur les siens. « Je te vois, dit-il doucement. » Elle ne parlait pas, mais ses épaules s'abaissaient un peu. À l'étage, dans le salon du personnel, Crowley lui servit du thé tiède. « Vous semblez vous intéresser particulièrement au plus calme, dit-elle, sa voix légère mais empreinte de quelque chose de plus. « Calme signifie souvent inaudible, répondit William. « Pas indigne, ajouta-t-elle avec un sourire crispé. « Ils ont tous des histoires, a-t-elle poursuivi, certaines vraies, d'autres pratiques. »« Comme le garçon qui a couru ?» demanda William, observant sa réaction. « Lucas, c'est ça ?» ajouta-t-il, le regard perçant. « C'était un voleur, a-t-elle lancé. Un fauteur de troubles ingrats dès le jour de son arrivée. Vous semblez très sûr de vous pour quelqu'un qui a perdu la trace d'un enfant dont il avait la garde, répondit William d'une voix ferme. Crowley se pencha en avant. Je dirige cet endroit sans financement adéquat, sans remerciement et certainement sans pitié. Si vous cherchez des contes de fées, Monsieur Sterling, vous vous êtes trompé de porte. William croisa son regard. Je ne suis pas ici pour les contes de fées, a-t-il déclaré. Je suis là pour les fantômes. Cette nuit-là, William était assis dans sa voiture en face de Green Hollow. Le croquis gisait sur ses genoux, le cri silencieux de Maddie. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Un juge a répondu. Franklin, dit William d'une voix basse, j'ai besoin d'un mandat. Calme, vite. Tu es sérieux? A demandé le juge. Il y a des enfants là-dedans. L'un d'eux m'a sauvé la vie, a déclaré William. Les autres attendent peut-être encore que quelqu'un sauve le leur. Vous avez une preuve? A demandé Franklin. J'en ai assez, répondit William. Et j'ai de l'argent. Utilisez celui en qui vous avez le plus confiance. À l'intérieur, Maddie regardait à travers le rideau craqueler la voiture de l'homme tournée au ralenti dans le noir. Elle ne pouvait pas nommer la sensation que cela lui procurait, mais c'était chaud, pas comme un feu, mais comme la sécurité. Elle a encore dessiné. Cette fois, c'était la porte plus large et la serrure cassée. Pendant ce temps, Lucas dormait derrière la bibliothèque, blotti sous de vieux journaux. Ses rêves étaient capricieux. Le visage de Maddie vacillait, sa bouche ouverte, enfin ouverte, mais aucun son ne sortait. Il s'est réveillé avant l'aube et a su qu'il devait rentrer. William est retourné à Green Hollow avec l'ordonnance du tribunal dans sa poche de poitrine et le poids de quelque chose de plus lourd dans sa poitrine. Il entra seul dans le hall. Crowley se tenait là, les mains jointes. « Tu reviens jouer au sauveur ?» Elle ricana. « Non, dit-il. Je suis venu écouter. Quelque chose que tu as arrêté de faire depuis longtemps. » Il lui tendit le document. Elle le déplia lentement, son visage pâlissant. « Vous n'avez aucun droit, dit-elle. »« J'ai tous les droits, dit doucement William. Parce que je ne me suis pas détourné.
Un bruit retentit derrière lui, des pas. Les petits. Maddy apparut, tenant un papier à la main. Elle se dirigea droit vers lui et le glissa dans sa paume. Ce n'était pas un croquis. C'était une liste de noms des garçons, des filles, avec des dates et des X rouges à côté de certains. William le lut 2 fois, puis regarda Crowley. Son visage s'est froissé l'espace d'une seconde. « J'ai fait ce que je devais, marmonna-t-elle. »« Non, dit William. Tu as fait ce qui était facile. » Il se tourna vers Maddy. « Je vais m'en charger à partir d'ici. » Elle hocha la tête juste une fois. Et dans ce geste, William a vu plus de pardon qu'il n'en méritait. Dehors, alors que le soleil brillait sur le toit, un garçon s'approcha de la ruelle. Ses cheveux au vent, ses yeux écarquillés, ses chaussures manquantes. Il s'arrêta devant le portail et, pour la première fois depuis longtemps, il ne courait pas. Lucas n'a pas frappé. Il franchit simplement la porte latérale, comme il l'avait fait 100 fois auparavant. L'air à l'intérieur de Green Hollow était plus lourd ce soir, chargé de secrets, bourdonnant de quelque chose d'indicible. Il n'est pas venu pour se venger. Il est venu chercher Maddy. Des pas résonnaient dans le couloir. Il se déplaça tranquillement, comme seul quelqu'un qui avait survécu ici pouvait le faire, passant devant la salle à manger, devant la salle de jeu verrouillée, vers les escaliers du sous-sol, où les ombres s'attardaient toujours plus longtemps qu'elles ne le devraient. Il fit une pause. La lumière sous la porte du bureau de Madame Crowley vacilla. Puis vint la voix. « Je vous l'ai dit, siffla-t-elle, il n'était rien. Et maintenant, écoutez, tous les journalistes de la ville veulent renifler. » Une autre voix répondit, plus aiguë, masculine. « Si quelqu'un découvre ce qui est arrivé à ses autres enfants. » Crowley l'interrompit. « Ils ne le feront pas. Pas si cette fille garde la bouche fermée. » La mâchoire de Lucas se serra. Il s'est éloigné. Maddy était dans la buanderie, le même coin dans lequel il se cachait toujours, les genoux contre la poitrine, les yeux écarquillés mais secs. Elle leva les yeux quand il entra, et de sa petite manière calme, elle sourit, pas une plaine, juste le bord d'une, comme un éclat de lune dans un ciel sombre. « Je suis là, » murmura Lucas. Elle hocha la tête. Il s'accroupit à côté d'elle, sortant un manteau plié de son sac. « Nous partons ce soir. » Elle hésita. Il l'a vue dans ses mains des poings serrés. « Et s'il suivait » dit-elle, façonnant à peine les mots. Lucas baissa les yeux. Pendant un long moment, il ne parla pas. Puis il a dit, « Ils ne peuvent pas suivre où nous allons. Quelqu'un nous regarde maintenant. » Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Une voiture noire attendait de l'autre côté de la rue. Toujours silencieux, mais regardant. William était assis au volant, le moteur éteint. Il n'avait pas besoin de chauffage ni de radio. Il avait besoin de calme. Il avait besoin de croire que le calme pouvait faire quelque chose que les choses bruyantes ne pouvaient pas faire. Il regarda la lumière du couloir vaciller à travers les rideaux fissurés. Il repensa à Emily lorsqu'elle dit un jour, parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est d'attendre. Il a attendu. Et puis le mouvement. 2 petites silhouettes se glissèrent rapidement par la porte latérale, pieds nus. William ouvrit lentement la portière de la voiture. Lucas s'arrêta dans la cour, Maddy derrière lui. Ils n'ont pas couru. Ils ont regardé. William ne bougeait pas. Il a simplement dit, « Vous n'êtes plus obligé de courir. » Lucas n'y croyait pas. Pas encore. Mais il ne s'est pas détourné non plus. À l'intérieur, Crowley ouvrit la porte du bureau. Parti, siffla-t-elle. Ils sont partis. L'homme qui l'accompagnait pâlit. Que faisons-nous? Nous mentons, a-t-elle lancé. Nous mentons toujours. Mais cette fois, il était trop tard, car une autre voix résonnait dans le couloir. Un policier en uniforme est entré dans l'entrée, un mandat d'arrêt plié à la main, et derrière lui, 2 travailleurs sociaux et un tuteur désigné par le tribunal. Les yeux de Crowley se plissèrent, mais sa voix se brisa lorsqu'elle demanda, « Qui t'a envoyé ?» L'officier a répondu sans pause. Guillaume Sterling. Lucas était assis sur la banquette arrière, tenant toujours la main de Maddy. Elle ne l'a pas lâché. William ne parla pas jusqu'à ce qu'il soit suffisamment loin pour que les lumières de Green Hollow ne ressemblent à rien d'autre que des fantômes dans le rétroviseur. Puis, doucement, il a demandé, « Me laisseriez-vous vous aider ?» Lucas regardait par la fenêtre. La pluie frappa le verre comme un second battement de cœur.
Je ne suis pas un projet, dit-il finalement. William hocha lentement la tête. Non, tu ne le fais pas. Alors plus doux, mais même les plus forts ont besoin de quelqu'un qui attend à la porte. Lucas se tourna juste un peu. Et cette fois, il n'a pas détourné le regard. La maison n'était pas grande. Pas de grand lustre, pas de couloir résonnant, juste un porche avec de la peinture blanche écaillée, une boîte aux lettres tordues et des carillons éoliens qui chantaient même quand il n'y avait pas de brise. Lucas se tenait sur le seuil, ses doigts tremblants sur ses côtés. Il pouvait encore entendre la voix de l'assistante sociale dire « C'est temporaire si vous le souhaitez, ou plus si vous le permettez ». Derrière lui, Maddy tenait son carnet de croquis usés, ses yeux scrutant chaque fenêtre comme s'il s'agissait de pièges. Guillaume ouvrit la porte. Pas de fanfare, pas de questions, entrez, il fait chaud. Ils l'ont fait, lentement. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le cèdre. Il y avait des livres sur toutes les surfaces, aucun n'étant trop précieux pour être touché. Un feu vacillait dans l'âtre et une bouilloire sifflait quelque part plus profondément. William fit signe vers le salon. Enlevez les chaussures, c'est bien, mais je ne crierai pas si vous oubliez. Le canapé est doux. Les couvertures y sont pliées. Lucas ne parla pas, mais il ôta ses chaussures, s'assit et passa ses bras autour de ses genoux. Maddy le suivit, assise tout près, toujours silencieuse. William sortit du cacao dans des tasses ébréchées. Ma fille buvait le sien avec trop de guimauve et prétendait que ça avait un goût de nuage. Lucas prit la tasse mais ne but pas. Est-elle ici, il a demandé. Non, dit William. Elle est décédée il y a longtemps. Lucas ne s'est pas excusé et William n'avait pas besoin qu'il le fasse. Plus tard, ils ont mangé de la soupe, du genre qui ne venait pas d'une boîte de conserve. Il y avait du pain chaud et déchiré à la main, et Maddy finit par manger à deux mains comme si elle n'avait pas goûté de vraie nourriture depuis des semaines. Lucas la regarda, puis regarda William. Vous ne demandez rien, dit-il. William pencha la tête. Vous ne demandez pas qui nous sommes ni ce que nous avons fait. William posa sa cuillère. J'apprendrai qui tu es, pas en te forçant à le dire. Lucas hocha lentement la tête, puis murmura, les gens ne nous gardent pas. Pas pour longtemps, a déclaré William. Je ne suis pas comme la plupart des gens. À l'étage, il y avait deux chambres d'amis. Lucas a choisi celui dont la fenêtre faisait face à l'est. Il n'a pas dormi dans le lit, juste recroquevillé dans un coin avec son manteau comme couverture, comme s'il s'attendait toujours à ce que les murs disparaissent. Maddy a pris la plus petite chambre. Ses dessins s'étalaient sur le bureau comme des feuilles mortes, silencieux, pleins de sens. Elle dessina un porche avec de la lumière à la fenêtre et devant la porte, une paire de pieds nus. Le lendemain matin, la cuisine sentait le pain grillé et les pommes. William était au fourneau, fredonnant un air qui aurait pu être du jazz, qui aurait pu être un souvenir. Lucas se tenait près de la porte. Elle dessine à nouveau, dit-il. William jeta un coup d'œil. C'est bien. Lucas bougea. Elle dessine mieux quand elle se sent en sécurité. Alors peut-être que cet endroit fonctionne, dit doucement William. Lucas se mordit la lèvre. Comment sécuriser quelque chose? William posa la spatule. Vous commencez par tenir vos promesses, a-t-il déclaré. Les petits, comme le petit déjeuner chaud tous les matins, ou dire bonsoir même lorsque la journée a été difficile. Lucas hocha la tête presque imperceptiblement. Et si je ne sais pas comment rester? Guillaume sourit. Ensuite, nous avons appris ensemble. Après le petit déjeuner, William les conduisit en ville. Maddy était assise entre eux, un carnet de croquis à la main. Lucas regardait par la fenêtre. Ils passèrent devant l'école, l'ancienne gare, le glacier fermé. Vous aviez l'habitude de venir ici avec ma fille, a déclaré William en désignant la fresque fissurée sur le mur. Elle choisissait toujours la saveur que je ne voulais pas, puis volait la mienne quand même. Lucas sourit. Elle te manque, il a demandé. Tous les jours, répondit William. Lucas hésita. Comment s'appelait-elle? Juin, dit William. Comme le mois, mais plus chaud. Cet après-midi-là, Lucas se tenait dans le couloir devant la chambre de Maddy, l'écoutant fredonner pendant qu'elle dessinait. Il se tourna vers William, qui lisait près de la fenêtre. Je pense qu'elle veut rester, a déclaré Lucas. William leva les yeux. Et toi? Lucas ne répondit pas tout de suite, puis dit lentement, je ne sais pas encore,
mais c'est le premier endroit que je n'ai pas envie de quitter tout de suite. Guillaume hocha la tête. Ensuite, nous procéderons un lever de soleil à la fois. Cette nuit-là, avant de se coucher, William a placé quelque chose de petit sur l'oreiller de Lucas. C'était une lampe de poche, pas neuve, mais qui fonctionnait. En dessous se trouvait une note, au cas où vous vous sentiriez à nouveau perdu. Lucas resta éveillé en le tenant, non pas parce qu'il avait peur, mais parce que quelqu'un avait pensé à l'obscurité avant lui. La salle d'audience sentait légèrement le vieux papier et la cire pour meubles. Les bancs en bois craquaient sous le poids des étrangers. Dehors, la pluie s'accumulait doucement contre les marches du palais de justice, comme si elle aussi était venue écouter. Lucas était assis, les mains serrées sur ses genoux. Il portait une chemise boutonnée empruntée et un pantalon d'une taille trop grande. Maddy était assise à côté de lui, ses petits doigts agrippant sa manche, comme toujours. Sur ses genoux se trouvait un dessin, une silhouette debout dans la lumière tandis que les ombres tentaient de la faire reculer. William était assis derrière eux, sa présence constante plus réconfortante que n'importe quel verdict pourrait l'être. De l'autre côté de l'allée, Madame Crowley a ajusté son foulard. Elle portait toujours des perles, souriait toujours comme si rien ne pouvait la toucher, mais ses yeux parcouraient la pièce avec quelque chose qui n'était pas de la confiance. C'était un calcul. Peur. Habillé en posture, le juge entra. Le silence tomba et le procès commença. Ils ont d'abord sorti des documents, des témoignages, des rapports financiers, des lacunes dans les registres du personnel, une année entière sans rapport d'inspection. Puis vinrent les noms des enfants qui ne restaient jamais assez longtemps pour nouer des amitiés. Certains qui s'étaient enfuis. D'autres dont les dossiers ont été soudainement perdus. Ceux qui, comme Lucas et Maddy, avaient échoué parce que personne ne voulait leur demander pourquoi ils étaient toujours aussi silencieux. Une femme est venue à la barre. C'était une vieille cuisinière qui travaillait à Green Hollow. Sa voix trembla tandis qu'elle parlait. Elle les a enfermés dans des placards, dit-elle, les yeux rivés sur le sol. Elle a dit que c'était pour la discipline, que certains enfants avaient besoin de silence. Crowley renifla. Cette femme a été licenciée pour avoir volé des pêches en conserve. Elle a été licenciée, répondit doucement le cuisinier, pour avoir pris la parole. Quand ce fut au tour de Lucas de témoigner, il se leva lentement et se dirigea seul vers la barre. Le procureur lui a demandé son nom. Il hésita, puis dit « Lucas ». « Lucas quoi ?» Il regarda à nouveau William, puis ses mains. « Je n'ai pas de nom de famille qui signifie quelque chose », a-t-il déclaré. « Pas encore. » Un murmure parcourut la salle d'audience. « Vous souvenez-vous de Madame Crowley ?» Lucas hocha la tête une fois. « Pouvez-vous dire au tribunal ce qui vous est arrivé sous sa garde ?» Il regarda Maddy, puis de nouveau le juge. « Je pourrais, dit-il, mais je préfère vous montrer. » Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une feuille de papier pliée à un des dessins de Maddy. Il montrait un couloir long et gris, de minuscules personnages recroquevillés dans les coins, une femme aux yeux perçants et un lourd porte-clés, et au centre même, un garçon debout devant une porte fissurée, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. « C'est ce que j'ai ressenti », a déclaré Lucas. Tout le temps. Le silence qui suivit fut plus lourd que la colère. Madame Crowley est venue à la barre le lendemain. « Je dirigeais cet endroit seul », a-t-elle déclaré. « J'ai fait ce que j'avais à faire avec le peu qu'on m'avait donné. Vous pensez que quelqu'un se souciait de ses enfants avant mon arrivée? C'était juste des petites choses cassées. Pas de manière, pas d'avenir, a-t-elle ajouté. Je les ai tenus en ligne. Vous leur avez fait du mal, dit doucement le procureur. Elle s'est moquée. Je leur ai donné des règles. Lucas s'est levé du banc, ce n'était pas autorisé mais il l'a quand même fait. Le juge ne l'a pas arrêté. Il regarda directement Crowley. Vous ne nous avez pas brisés, dit-il. Vous venez de nous apprendre à quoi ressemblait la cruauté en plein jour. Et puis il s'est rassis. Le dernier jour, la salle d'audience était bondée, journalistes, travailleurs sociaux, étrangers qui avaient lu l'histoire et ne pouvaient détourner le regard. La voix du juge était claire. En matière d'abus, de négligence et de défaillance systémique, ce tribunal déclare Madame Judith Crowley coupable de tous les chefs d'accusation. Un halètement, un sanglot étouffé. Le visage de Crowley ne changea pas jusqu'à ce qu'elle voie le dessin de Maddy posé tranquillement sur la table du procureur. Elle le regarda et pendant un instant, ses mains tremblèrent non pas de culpabilité, mais de savoir que son nom ne serait jamais prononcé sans que quelqu'un se souvienne de ce qu'elle avait fait.
À l'extérieur du palais de justice, la pluie s'est arrêtée. Lucas s'avança au soleil et respira. Maddie lui tendit la main. Il la prit. William les rejoignit tranquillement, sans rien dire, se contentant de se tenir à côté d'eux pendant que les caméras clignotaient. Plus tard, une fois la foule partie, William se tourna vers Lucas. « Vous avez été courageux, dit-il. » Lucas secoua la tête. « J'en avais juste marre d'avoir peur. » Guillaume hocha la tête. « C'est généralement là que commence le courage. » Lucas le regarda et, pour la première fois, dit « Puis-je prendre votre nom de famille ?» William n'a pas répondu avec des mots. Il tendit simplement la main, posa une main sur l'épaule de Lucas et sourit. Le printemps arriva lentement à Green Hollow. Cela ne s'est pas précipité comme dans d'autres villes. Pas d'éclat soudain de couleurs, pas de chants d'oiseaux bruyants. Il s'insinuait doucement à travers la terre et les matins brumeux, comme un souvenir revenant doucement à un endroit qu'il avait autrefois détourné. Lucas se tenait sous l'orme dans le jardin, tenant une petite enveloppe usée à la main. Maddie était assise les jambes croisées à proximité, dessinant des tulipes qui n'avaient pas encore fleuri. William regardait depuis le porche, sirotant un café dans une tasse ébréchée qui sentait encore légèrement le bois de chauffage et quelque chose de sucré. L'enveloppe portait son nom, son nouveau nom, Lucas Sterling. Il ne l'avait pas demandé de manière dramatique, ni de cérémonie, ni de grand discours. Un soir, William s'était assis à côté de lui avait remis les documents judiciaires sans un mot, et Lucas avait simplement hoché la tête. C'était tout. Mais ce signe de tête, petit et silencieux, lui paraissait plus grand que tout ce qu'il avait jamais fait. Maintenant, tenant cette enveloppe, il sentit ses genoux trembler. « C'est juste du papier, murmura-t-il. William leva les yeux depuis le porche. Certains problèmes de papier. Lucas le déplia lentement, ses yeux scrutant le cachet officiel, la signature, les mots qui le rendaient réel. Né de nouveau, non par le sang, mais par choix. Ce soir-là, il y avait de la tarte. Chérie, le genre de cerise que William disait que June brûlait parce qu'elle l'oubliait dans le four en dansant au son de la radio. Je ne danse pas, dit doucement Lucas. Guillaume sourit. Vous n'êtes pas obligé. Vous devez juste rester assez longtemps pour vous rappeler à quoi ressemble la joie. Lucas ne répondit pas, mais lorsque William tendit la main et posa la première tranche dans son assiette, Lucas la prit sans broncher. Maddie a terminé son dessin le lendemain matin. Elle représentait une maison aux racines profondes, dont les fondations s'étendaient sous la terre comme les veines d'un cœur. Mais au lieu d'un toit, le sommet de la maison s'ouvrait comme des ailes, deux larges arcs s'élevant vers un ciel doux. Elle l'a laissé près de l'oreiller de Lucas. Il le regarda longuement, puis murmura « C'est nous, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas parlé. Elle a juste hoché la tête. Un dimanche, William les emmena au lac. Il était encore à moitié gelé, mais l'air sentait les choses en croissance. Ils s'assirent sur le quai, les pieds pendant au-dessus de l'eau glacée. Lucas observa un oiseau tourner en altitude, puis se poser dans les roseaux. « Est-ce que ça te manque parfois d'être seul ?» demanda Lucas. William secoua la tête. « On m'a manqué d'être utile », a-t-il déclaré. Lucas baissa les yeux sur les ondulations. « Avant, je pensais qu'être seul signifiait être fort. »« C'est plus difficile de rester, » répondit William. « Plus difficile de faire connaître aux gens. » La voix de Lucas était à peine un souffle. « Et s'ils partent ?» William n'a pas hésité. « Alors tu les aimes de toute façon. » La veille de la rentrée, Lucas a soigneusement préparé son sac. Maddie avait dessiné ses initiales sur une petite étiquette et l'avait attachée à la fermeture éclair. Elle lui tendit un billet plié. Il le glissa dans sa poche avant. « Tu es nerveux ?» demanda Guillaume. Lucas haussa légèrement les épaules. William s'appuya contre la porte. « Tu veux que je t'accompagne ?» Lucas fit une pause, puis dit « Peux-tu juste attendre ici ?» À la porte, William sourit. « Bien sûr. » La porte semblait plus grande qu'elle ne l'était. Lucas marchait lentement. Il entendait le bourdonnement des enfants, le grincement des casiers, le bavardage sourd des professeurs. Il toucha le billet plié dans sa poche, puis se tourna. William se tenait près du portail, la main levée comme un phare stable. Lucas expira et traversa. Quand il rentra chez lui, le soleil s'était déplacé derrière les nuages. Il monta lentement les escaliers et trouva Maddie dans sa chambre, ajoutant de la couleur à son dessin d'ailes et de racines.
Je me suis fait un ami, dit-il. Elle leva les yeux, surprise. Elle aime l'espace et les chiens, et elle ne pose pas trop de questions. Maddie sourit. Puis elle lui tendit un crayon. Vous pouvez ajouter quelque chose, dit-elle. Lucas hésita. Puis, dans le coin du dessin, il écrivit un mot. Maison. Cette nuit-là, William a sorti du grenier un vieil album photo. Il l'a posé sur la table. Le visage de June souriait sur les pages, avec des taches de rousseur, les cheveux en bataille, toujours en train de rire. Lucas traça un coin de la photo. Elle a l'air gentille, dit-il. La voix de William était calme. Elle t'aurait aimé. Lucas n'a pas répondu, mais quand William s'est levé pour ranger l'album, Lucas a dit, pouvons-nous le laisser de côté? William fit une pause, puis hocha la tête. Le printemps s'est approfondi. Les tulipes ont finalement fleuri et sur la boîte aux lettres devant, un nouveau nom a été soigneusement peint en blanc. Sterling. Pas seulement pour William, mais pour le garçon qui n'avait autrefois connu que des portes verrouillées et des escaliers froids, et qui avait enfin des racines et des ailes. Le grenier était chaud de poussière et de souvenirs. Lucas se tenait dans la pénombre, une main sur le vieux coffre en cèdre que William lui avait montré des semaines auparavant. Tout est à elle, avait-il dit. Je ne l'ai pas ouvert depuis des années, mais peut-être qu'il est temps. Il souleva doucement le couvercle. L'odeur le frappa en premier, celle de la lavande et du vieux papier, comme le manteau d'une grand-mère laissé suspendu au printemps. À l'intérieur se trouvaient les affaires de June, un étui à violon fissuré, des cahiers attachés avec une ficelle et, sur le dessus, un pot de lucioles lumineuses depuis longtemps fanées mais qui brillent encore faiblement lorsqu'on les secoue. Maddie monta les escaliers du grenier derrière lui. Elle regarda par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Lucas leva le pot, une promesse de petite fille à ne pas oublier. En bas, William était assis avec une enveloppe sur ses genoux. Lucas lui tendit l'étui à violon. Elle écrivait de la musique, a déclaré Lucas. Il y a des partitions ici, des dessins, des notes sur les gens, comme si elle essayait de se souvenir du monde au cas où il l'oublierait. William ouvrit le coffret avec les doigts tremblants. À l'intérieur, les cordes étaient silencieuses, mais la cloche était soigneusement rangée sous une photo pliée. Juin, peut-être 8, tenant l'instrument comme s'il était fait de verre et d'étoiles. Elle voulait être entendue, murmura William. Pas célèbre, juste compris. Lucas hocha la tête. Elle l'est. Elle l'est toujours. Cette semaine-là, Lucas n'a pas beaucoup dormi. Il est resté éveillé à lire ses journaux à la lueur d'une lampe. Maddie se pelotonnait à côté de lui sur le sol, dessinant pendant qu'il lisait à haute voix. Les mots étaient pleins de rêveries, de questions, de petits moments que seuls les enfants remarquent. Mais il y avait une ligne qu'il lisait encore et encore. Si jamais je disparais, j'espère que quelqu'un cherchera la lumière que j'ai laissée derrière moi. Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'un enfant avait écrit. C'était comme un message enfoui juste assez profondément pour que quelqu'un comme Lucas puisse le découvrir. À la bibliothèque municipale, William a discrètement demandé à ouvrir une petite galerie juste pour un week-end, histoire de partager les dessins de June, sa musique, ses espoirs tranquilles. La bibliothécaire, une femme plus âgée nommée Ruth, cligna des yeux à ce nom. « Je me souviens de Juin, dit-elle. » Elle s'asseyait près de la fenêtre du fond et fredonnait. Elle disait que le silence était trop fort si on ne le remplissait pas de quelque chose de gentil. Ruth a offert la salle communautaire sans hésitation. Sans frais, dit-elle. Certaines histoires sont suffisamment rémunératrices. Le jour de la galerie, Maddie a aménagé un coin appelé ce que nous avons sauvé. Il comprenait les papiers judiciaires pliés de Lucas, le dessin que Maddie avait fait de la maison avec des racines et des ailes, et la lampe de poche que William leur avait donnée le soir de leur arrivée. Les gens sont venus tranquillement. Certains ne sont restés qu'un instant, d'autres ont pleuré. Une femme a touché le dessin des lucioles et a murmuré, elle a illuminé chaque pièce. Lucas se tenait près du fond, sans parler. Mais lorsqu'un jeune garçon a demandé, « Qui est June ?» Lucas a répondu, « Elle est la raison pour laquelle nous sommes ici. » Cette nuit-là, William a laissé la porte arrière ouverte. Les lucioles revinrent dans le jardin, clignant lentement des yeux parmi les tulipes. Lucas se tenait pieds nus dans l'herbe. Maddie en poursuivit quelques-uns en riant silencieusement. Son carnet de croquis gisait oublié sur le perron. William sortit avec une seule feuille de papier. « Lucas, dit-il, je pense que ceci est fait pour toi. »
C'était une lettre, ni adressée, ni signée, mais l'écriture était incontestablement celle de June. Cher quiconque trouve ça, si vous lisez, cela signifie que ma lumière ne s'est pas éteinte. Cela signifie que quelqu'un est resté. Alors peut-être que vous le ferez aussi. Lucas le plia lentement, le tint contre sa poitrine, puis se tourna vers William. Nous devrions faire quelque chose. Quelque chose qui dure. William haussa un sourcil. Comme quoi? Une fondation? Dit Lucas. Une maison sûre pour les enfants qui ont besoin que la lumière du porche reste allumée. Guillaume sourit. Vous êtes sûr? Lucas hocha la tête. Tu m'as donné un nom. Elle m'a donné une raison. Quelques mois plus tard, le panneau au-dessus de l'ancien bâtiment de Green Hollow a été modifié. La peinture était d'un bleu tendre, les lettres simples et fermes. La maison June, où chaque lumière compte. Et sur le mur, juste à l'intérieur, à côté d'une étagère remplie de lampes de poche, de livres et de pots remplis d'étoiles en papier lumineuse, un seul cadre contenait un dessin, une maison aux racines profondes, aux ailes en guise de toit, et à travers ses fenêtres ouvertes, la lumière se déversait. Le vent est venu juste après le crépuscule, bruissant dans les peupliers derrière la maison de June. Ce n'était pas bruyant. Pas le genre de vent qui renverse les chaises ou arrache le linge des cordes. Celui-ci bougeait comme un souffle, comme un souvenir, comme quelqu'un murmurant un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Lucas se tenait seul sur le porche, le regardant remuer le jardin, les tournesols de Maddy s'inclinant doucement. Le carillon du porche ne chante qu'une seule fois. William était à l'intérieur en train de réparer la charnière desserrée de la porte arrière. Et Lucas? Lucas tenait la dernière lettre de June. Il l'avait trouvée dans l'étui du violon, cachée entre des pages de musique que personne n'avait jamais entendu jouer à haute voix. Ce n'était pas adressé, ni à William, ni au monde, juste à quelqu'un qui reste. Il le déplia à nouveau, le papier étant ramolli par le temps et les mains. Je ne sais pas si quelqu'un lira ceci. Peut-être que personne ne le fera. C'est le risque, non? Aimez des gens que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Mais je crois peut-être obstinément que quelqu'un de gentil viendra. Quelqu'un qui ne rit pas quand tout est calme. Quelqu'un qui sait s'asseoir dans le silence et ne pas essayer de le remplir de bruit. Si c'est vous, merci d'être resté. Lucas le plia lentement. Il ne pleura pas, mais sa gorge se serra comme toujours lorsqu'il se souvenait de la nuit où la tempête les avait trouvés. Et d'une manière ou d'une autre, William aussi. Plus tard dans la soirée, Maddy est sortie avec 2 tasses de cacao. J'ai vu le vent jouer avec les tulipes, dit-elle, assise à côté de lui comme si elle savait qu'elle leur manquait. Lucas la regarda. Pensez-vous que le vent se souvient des gens? Maddy pencha la tête. Je pense qu'il se souvient des sons, des odeurs et des adieux qui n'étaient pas terminés. Il sourit. Cela ressemble à quelque chose qu'elle écrirait. Je pense qu'elle l'a fait, murmura Maddy en lui tendant une page pliée. Un des poèmes de June qu'elle avait copié à la main. Le vent n'oublie pas les petites choses. Le claquement d'une porte, le bourdonnement d'une chanson, le silence entre 2 personnes qui restent. Le lendemain matin, ils ont planté des fleurs sauvages. Lucas a trouvé un vieux terrain près du mur de pierre derrière la maison, où le sol était tenace mais mou en dessous. Maddy a choisi les graines. Elle aimait les violettes, disait-elle, et le lin bleu, donc il ressemblait à des taches de rousseur sur la terre. William a aidé à creuser les premiers trous. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça avec elle, dit-il doucement. Elle plantait toujours des choses sans rien demander. Elle disait que si elle voulait pousser, elle le ferait. Lucas a placé la première graine et, pendant un instant, il la sentit sa main sous la sienne, la guidant. Cette nuit-là, une fille nommée Émilie est arrivée. Elle avait 10 ans, elle était calme, elle portait un ours en peluche et aucun mot. Lucas lui montra la balançoire. Maddy a laissé un dessin sur son oreiller. Émilie n'a pas dit merci, mais à l'heure du coucher, elle a demandé « Est-ce que les lumières ici restent allumées ?» Lucas s'agenouilla à côté d'elle. « Seulement si vous le souhaitez, dit-il. Mais ils ne sont jamais loin. » Elle hocha la tête une fois et laissa l'ours près de sa tête comme un soldat montant la garde. Une semaine plus tard, Ruth, la bibliothécaire, a apporté une bibliothèque offerte. Lucas aida à le transporter. Tandis qu'il le déposait, elle regarda autour de la pièce, photos, dessins, mots encadrés sur les murs. Elle serait fière, a déclaré Ruth. Lucas sourit. Nous essayons juste de faire durer quelque chose.
Elle l'a fait, a déclaré Ruth. Elle t'a créé. Le premier samedi chaud d'avril, ils ont organisé un petit rassemblement. D'anciens résidents sont venus, des voisins, quelques enseignants, un homme qui livrait autrefois du bois de chauffage et qui ne savait pas qu'une fille avait caché des dessins dans le hangar pendant qu'il travaillait. Ils allumaient des lanternes en papier au crépuscule. Un par un, ils ont écrit des messages sur les côtés, dont certains simples « merci ». Un peu plus, « tu m'as sauvé ». Lucas tenait sa lanterne près de lui, puis écrivit seulement 2 mots. Toujours là. Il le lâcha et le regarda s'élever, lentement, délibérément, comme si ce n'était pas seulement l'air qui le soulevait, mais chaque petite voix qui lui avait semblé autrefois trop petite. Plus tard, lorsque la maison fut redevenue silencieuse, Lucas se tenait près de la fenêtre ouverte. Le vent revint, plus doux cette fois, presque timide. Il y a murmuré. Dites-lui merci. Et pendant un instant, il jura l'avoir entendu porter ces paroles. Et n'en rapporter qu'un. Restez. L'histoire de Lucas, William et June n'est pas qu'une fiction. C'est un miroir silencieux tendu vers nos vies. Cela nous rappelle que la guérison ne s'accompagne pas toujours de grands gestes. Parfois, il arrive sous la forme d'une lumière de porche laissée allumée, d'une lettre jamais envoyée par la poste ou d'un enfant enfin entendu. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous vivons dans un monde qui fait souvent l'éloge de la vitesse, du bruit et de la visibilité. Mais peut-être que le type d'impact le plus véritable est celui que nous ne verrons jamais pleinement, l'impact que nous produisons simplement en restant, en écoutant, en refusant de s'abandonner les uns aux autres. June a laissé un héritage non pas de richesse ou de titre, mais de douceur dans un monde bruyant. Lucas a porté cette lumière vers l'avant. Et William, autrefois perdu dans les regrets, a trouvé la rédemption, non pas en effaçant le passé, mais en choisissant de mieux aimer aujourd'hui. La vraie leçon est peut-être la suivante. Vous n'êtes pas obligé d'être tout pour tout le monde. Il suffit d'être gentil avec quelqu'un, et c'est peut-être suffisant. Et vous? Prenez-vous soin de votre cœur? Pas seulement votre corps? Vous êtes-vous laissé reposer ces derniers temps? Pas seulement dormir, mais vraiment se reposer. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de votre voix, de votre patience, de votre présence tranquille aujourd'hui? Dites-moi. Parce que parfois, il suffit d'une simple question pour ouvrir la porte à un lieu appelé paix.